ça va être compliqué pour une boîte de pas expliquer en quoi elle contribue à régler le bordel dans lequel on est en train d'entrer, passez-moi l'expression, en minimisant les points négatifs, parce que la boîte qui a que des points positifs, oui, la start-up qui lance le produit qui va faire ça très bien, et en essayant d'aller dans le bon sens. Et on parle il y a un mot que je déteste qui est la transition écologique, parce que ça a l'air, enfin je le dis souvent, mais ça a l'air extrêmement facile et sympathique, alors que c'est extrêmement compliqué. C'est une transformation profonde de l'économie, pas qu'écologique, aussi des structures sociales, de la façon qu'on a de se prononcer, de vivre, et une transformation même des milieux naturels dans lesquels on vit. Et donc il y a des business ou des business models qui sont pas prêts, il y a des trucs qui vont disparaître. À partir de 2028, toute entreprise non européenne qui soit fait appel à l'épargne sur des marchés européens, soit qui est présente en Europe et qui réalise plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, devra publier sur le périmètre de son groupe un reporting CSRD full. Goodyear, Microsoft, Nike, Apple, bam, reporting CSRD. Tous les groupes, ou pareil chez les Chinois. L'humain est parfait pour survivre, mais il n'anticipe pas du tout. Si on regarde l'histoire de l'humanité, on n'a rien anticipé, on s'est tout pris dans la gueule. Par contre, qu'est-ce qu'on a survécu ? On ne fait que survivre. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas anticipé, alors que la science nous dit, attendez, le climat change, il va faire chaud, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, oui, mais il y a la clim. Mais sauf qu'à un moment, la clim, il n'y a plus assez d'énergie pour la clim, il n'y a plus assez d'eau pour ceci, donc il va falloir s'adapter. Mais dans l'adaptation et la survie, il y a les survivants et il y a les pas survivants. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphné. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est 4 autour de la table. Notre invité Sylvain Lanvert. Bienvenue Sylvain. Bonjour. Stanislas Slot, qui est partenaire chez Daphné. Hello. Bonjour. Et enfin, Damien Didier. Hello Damien. Hello. Tu es ESG Manager et tu nous as rejoint récemment. Nous aussi, on a notre BU ESG chez Daphné. Et puis moi, c'est Sophie. Je suis en charge notamment de la com, des events et de notre grande communauté. Sylvain, on est hyper content de t'avoir parce qu'il est en train de se passer un truc assez majeur dans la comptabilité carbone et que tu es vraiment au cœur de cette révolution. En préambule, on veut dire un truc du coup, et je parle pour la team Daphné. Quand on aborde les sujets de comptabilité carbone, certains ont parfois l'impression que c'est un petit peu ennuyeux. Et on doit reconnaître que c'était notre cas jusqu'au jour où on a parlé avec quelqu'un qui nous a expliqué pourquoi ça n'était que la première étape d'un truc beaucoup plus grand. Du coup, on aimerait un peu... Enfin, tu es là aujourd'hui pour nous expliquer qu'est-ce qui vient derrière tout ça. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous rappeler un peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a mené à comptabiliser nos impacts sur la Terre aujourd'hui. Moi aussi, je suis très content d'être là, donc merci de m'avoir invité. C'est une bonne question de savoir ce qui vient. Mais en ce qui me concerne, donc moi, je suis associé chez PwC, où j'ai créé il y a une trentaine d'années l'activité de conseil en développement durable de la maison PwC. On était 2 à l'époque. Et aujourd'hui, j'anime une équipe de environ 350 personnes dédiées à ces sujets dans tous les métiers de PwC. C'est une activité qui est mondiale, mais 350 c'est en France, qui est mondiale. Et on travaille pour des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des investisseurs, le secteur public, dans toutes les dimensions de ce sujet. Et toutes les dimensions, ça veut dire évidemment pas que le carbone, par exemple, ou le climat, mais des dimensions sociales, sociétales et bien sûr environnementales. Et par ailleurs, je suis aussi vice-président de l'ORS, qui est l'Observatoire de la RSE, qui est un grand think tank d'entreprises en France qui travaille sur la RSE. Stan, Damien, une première question ? Moi, à la limite, je suis le moins sachant sur le sujet, donc je veux bien commencer parce que je me suis noté là tous les acronymes qu'on a. J'ai CSRD, EcoScore, DPEF, ISBB, SFDR, NFRD et FRAG. On a l'impression que des acronymes, il y en a dans tous les sens. Et du coup, on comprend pas trop ce qui se passe. Est-ce que, de manière juste très très macro, tu peux nous raconter ce qui est en train de se passer là aujourd'hui sur la comptabilité carbone pour les entreprises ? Alors, les acronymes, c'est une spécialité, mais je pense, de toutes les disciplines. Dès qu'on s'intéresse... Moi, il y a 15 ans, j'ai commencé à travailler beaucoup dans le private equity, LPs, GPs, enfin... On sait en faire quelques-uns. Tout le monde sait en faire. Donc, ce qui est en train de se passer, en fait, si on veut revenir à des choses simples, c'est que les réalités physiques sont en train de nous rattraper. Les réalités physiques, en fait, elles sont connues par la science, et puis par certains individus depuis très longtemps. Alors, certains gens plus intelligents que moi pourraient parler de Cro-Magnon, des Grecs, des Romains, mais en fait, si on va moins loin, mais quand même un petit peu, qu'on pense par exemple au mouvement hippie, après la Seconde Guerre mondiale, les années 60, c'est quoi le mouvement hippie au-delà du mouvement culturel musical ? C'est surtout un mouvement qui questionne la place de l'homme
et de la nature dans l'économie. Woodstock, c'est vraiment la place de l'homme et de la nature dans l'économie, et qui disent ça n'a peut-être pas passé. Derrière, il y a eu le fameux Club de Rome, etc., le rapport Meadows qui dit mais en fait, si on applique à peu près à tout le monde sur Terre, et tout le monde sur Terre à l'époque c'est moins de 3 milliards de gens, donc aujourd'hui 8 milliards, le mode de vie d'un pays développé, mais il faut 2, 3, 4, 5, 6, 7 planètes, enfin plus de planètes qu'on en a. Donc, a-t-on un mode de développement durable ? C'est ça qui s'est passé. Sauf que beaucoup de débats, moi quand je lance l'activité en 94, ça n'intéresse pas grand monde, mais le débat est là. Le mot développement durable est inventé dans les années 80, 1987 exactement. Donc la question est là, mais ça passionne pas les foules, même politiquement, même scientifiquement, quelques groupuscules, quelques scientifiques. Et aujourd'hui, les sujets, alors tirés par les questions de climat, mais on voit que derrière les questions de climat, on a beaucoup parlé d'eau en début d'été, on parle beaucoup de biodiversité, on évoque aussi les conséquences sociales, les conséquences pour l'économie de tout ça. Donc tiré par les réalités climatiques, aujourd'hui c'est visible. Quand Chirac dit en 2002 à Johannesburg, notre planète brûle et nous lui tournons le dos, il a raison, c'est vrai, mais on lui tourne le dos réellement. Aujourd'hui, tout le monde a expérimenté qui les incendies, qui les canicules terribles, qui les sécheresses terribles, qui l'augmentation des tornades, l'augmentation des cyclones. Et ça, pour plein de business aujourd'hui, pour plein même d'individus dans leur quotidien, c'est devenu une très forte réalité. Et ça génère des réactions. Et c'est ça ce que j'appelle, on est rattrapé par les réalités physiques et sociétales qu'on avait mis dans un coin en disant, bon, c'est pas très grave, en fait c'est là. Et donc ça a des réactions. Et ces réactions, elles sont politiques, donc avec de la réglementation, elles sont sociétales avec beaucoup plus de citoyens qui se mobilisent, voire qui font des choix de consommation. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu coupes, parce que depuis 3-4 ans, il se passe un truc quand même assez fort sur la réglementation. Est-ce que tu veux nous expliquer là, les quelques trucs un peu structurants qui sont en train d'arriver pour chacun d'entre nous ? Alors la réglementation, donc, c'est la première grande catégorie de réaction. C'est le politique qui dit soit pour être élu, soit par conviction personnelle, soit peu importe, mais qui, ça se voit quand même ce qui se passe, donc il faut agir. La première zone politique à bouger, c'est l'Europe. Alors l'Europe, déjà culturellement, il y a déjà des nations où les citoyens sont assez mobilisés sur les questions, mais pour des tas de raisons historiques, proches de la nature, pas forcément de la cause environnementale, mais proches de la nature, mais un territoire qui avait déjà connu des réglementations depuis longtemps. Donc, nouvelle Commission européenne en 2018, Ursula von der Leyen, qui dit moi je lance mon programme, ça va même s'appeler le Green New Deal, donc elle le positionne, et elle dit voilà, il y a un certain nombre de grands axes qui sont prioritaires et structurants. D'abord, neutralité carbone pour l'économie européenne en 2050, premier axe structurant, et deuxièmement, transformation de l'économie. Et pour transformer l'économie, il faut que je joue sur un levier, et ce levier s'appelle la finance. Et je lance donc le plan européen pour la finance durable 2018, et tout sort de là. Donc dans ce plan, on peut retenir 2-3 grands axes pour faire simple, après je parlerai des autres plaques. Le premier axe, c'est de dire, on ne va finalement... Il n'y a pas de sens d'allouer de l'argent, ou que l'argent aille là où ça pose des problèmes, il faut que l'argent aille là où il y a des solutions. Donc tout ce qui n'est pas considéré comme durable, il va falloir qu'on le définisse, mais l'argent n'ira que là où c'est durable. No ESG, no money, c'est l'objectif de la taxonomie par exemple. Ensuite, on va renforcer la transparence des entreprises pour pouvoir les évaluer là-dessus, et il faut que la donnée ESG soit égale à la donnée financière d'ici quelques années. Donc il faut qu'on ait vraiment de la data solide, robuste, comparable, et pas chacun la sienne. Donc ça, c'est l'objectif de la CSRD, on pourra en reparler. Mais donc, la plaque européenne qui bouge. Derrière, la plaque américaine, c'est au moment où on quitte l'ère Trump et on rentre dans l'ère Biden, et un des premiers actes politiques de Trump avait été de tenter de sortir les États-Unis de l'accord de Paris. Un des premiers actes politiques de Biden a été de les remettre dans l'accord de Paris et de dire je vais nommer quelqu'un à la SEC et l'autorité des marchés en charge de ces questions-là, et la SEC sort une régulation en 2022 sur les publications d'informations, alors que climat, pour les entreprises opérant aux États-Unis. Beaucoup de débats aux États-Unis, on pourrait éventuellement y revenir, ça bouge. Et après, la troisième plaque est une plaque normative internationale, et non des moindres, qui est l'IFRS, puisque l'IFRS, c'est le cadre de réglementation comptable et financière au plan international, qui crée un International Sustainability Standard Board, l'ISSB, confié à Emmanuel Faber, l'ancien patron de Danone, et dit il nous faut les IFRS du développement durable. Et puis à côté, il y a des microplaques, Singapour, la Chine qui sort des choses. Mais en gros, on a ce grand mouvement, et ça part en même temps, à quelques mois près, avec des gens très avancés comme l'Europe, ensuite avancer de façon intermédiaire comme l'ISSB, et un petit peu avancé comme les États-Unis. Mais voilà ce qui est en train de se passer en ce moment, de façon avec une ambition considérable, à la fois en termes de complexité et de niveau d'ambition pour l'Europe, plus simple pour les autres, mais partout dans le monde, les grandes plaques économiques se voient dotées de réglementations en matière de durabilité. Pour revenir sur l'Europe, il y a un principe core qu'on a noté qui est un peu le principe de double matérialité. Est-ce que tu pourrais l'expliquer et aussi nous détailler en quoi
le fait que certaines autres réglementations, ne le prenant pas en compte, puissent être potentiellement problématiques? Oui, alors l'Europe, effectivement, a un fondement c'est dans le cadre de cette double matérialité et dans le cadre de la CSRD, donc la Corporate Sustainability Reporting Directive, donc un des 10 grands pans du plan européen pour la finance durable, parce qu'on parlait de taxonomie, tu citais un acronyme Stanislas, la SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, pareil, un des 10 grands axes du plan européen pour la finance durable. Donc la CSRD, qu'est-ce que c'est ? C'est la réglementation directive européenne qui s'applique aux entreprises pour la publication d'informations en matière de développement durable, social, environnemental et de gouvernance. Donc une réglementation qui va préciser ce qu'elles doivent publier, le cadre dans lequel elles doivent le faire, qui en est responsable, et surtout la pierre angulaire, c'est effectivement ce que tu dis, s'appelle la double matérialité. Le principe de base veut dire on ne va pas donner une liste à l'après-vert aux entreprises en leur disant voilà la liste, vous publiez tout ça. On leur dit non, vous devez procéder avec un cadre qui précise comment ça doit être fait, à cette fameuse analyse de double matérialité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous n'allez publier des informations que sur les sujets qui sont matériels, passant donc par cette double matérialité. Double matérialité, c'est les conséquences de l'extérieur sur mon entreprise, prenons le climat, les conséquences du changement climatique sur la performance de mon entreprise. Est-ce qu'il y a un risque pour moi ? Est-ce qu'il y a des conséquences positives ou négatives ? Et ensuite, les conséquences de l'activité de mon entreprise sur le changement climatique. Si je suis matériel sur un des deux, uniquement le sujet matériel. Il ne faut pas être matériel sur les deux. Et on peut l'appliquer aux sujets sociaux, environnementaux et sociétaux listés dans la CSRD. Donc ça, c'est l'analyse de double matérialité, une sorte de l'extérieur à l'intérieur, l'intérieur à l'extérieur. L'ISSB et les États-Unis, la SEC, effectivement, sont sur ce qu'on appelle la simple matérialité, qui en jargon technique s'appelle la matérialité financière, y compris au niveau de l'Europe. Ça veut dire quelles sont les conséquences économiques du changement climatique, je reste que sur le climat, sur mon entreprise. Donc ça veut dire que les enjeux matériels d'une entreprise qui serait au format de l'ISSB ou au format du cadre américain ne prendra pas en compte les conséquences de l'activité d'une entreprise sur le monde extérieur, mais uniquement les risques financiers. Donc c'est plus une approche en termes de choix philosophiques. Les Américains disent clairement, une entreprise qui dégraderait, on va dire, la dimension sociale ou la dimension environnementale, c'est pas le problème du régulateur, c'est le problème du légal, de la justice. C'est-à-dire, si vous considérez qu'un tel a pollué, un tel traite mal les gens, vous faites une class action, vous faites Erin Brockovich, et vous allez au pénal, et l'entreprise sera condamnée. Par contre, moi, je veux, en tant que régulateur, faire en sorte que l'investisseur ait une information sur les risques financiers que pourraient faire peser les sujets climatiques, parce que pour les États-Unis, pour le coup, c'est que le climat, sur l'entreprise, parce que je pense que c'est important. Voilà la différence un peu philosophique qu'il y a. Dernier commentaire, très forte volonté de convergence entre l'ISSB et l'Europe. Et il se dit même que sur la double matérialité, on pourrait avoir une convergence finale entre l'ISSB et l'Europe. Mais de toutes les manières, quand on réfléchit et qu'on se pose la question, qu'on se dit « est-ce que le climat impacte vraiment mon entreprise ?» et que je suis une entreprise qui est, par exemple, extrêmement émissive en termes de CO2, est-ce que c'est raisonnable de ne pas avoir cette analyse, ne serait-ce qu'au niveau stratégique ? C'est dingue, c'est juste, je rebondis parce que en gros, ce que tu dis, c'est que on a l'impression que les Américains ont avancé, mais en fait, ils ont fait un tout petit pas, quoi. Ils s'intéressent pas encore à l'impact de leurs entreprises sur le monde. Oui, alors, l'autre dirait un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est un petit pas pour les Européens, semble-t-il, mais c'est un énorme pas pour les Américains. Il faut imaginer que le régulateur américain, l'autorité des marchés, dit maintenant, il va falloir faire des disclosures en matière environnementale dans les comptes des entreprises. Et d'ailleurs, c'est tellement un grand pas pour eux, je suis d'accord, c'est un petit pas, mais pour eux, c'est tellement un grand pas que ça fait l'objet d'un débat politique considérable. Joe Biden a dû mettre son veto au Congrès en novembre 2022, puisque les républicains faisaient passer une proposition de loi visant à interdire l'intégration de critères ESG dans la gestion d'actifs, disant « il n'est pas de la responsabilité fiduciaire d'un gestionnaire d'actifs de considérer les questions ESG, un gestionnaire d'actifs est là pour maximiser le profit, whatever ESG ». Et Biden a dit « mais non, je ne suis pas d'accord, je mets mon veto, parce que si je confie de l'argent, en particulier à un fonds de pension, pour qu'il donc, mon épargne, il la fasse fructifier et qu'à ma retraite, il me reverse un capital ou une pension, et que le gars regarde pas, ne serait-ce que le climat, compte tenu de ce que nous dit la science aujourd'hui, je suis pas sûr de récupérer mon pognon. Donc moi-même, si je ne suis pas engagé écologiquement, je considère que c'est de la responsabilité fiduciaire. Donc oui, j'interdis qu'on ait cette réglementation-là. Mais il y a ce débat, en fait, qui est tiré aux États-Unis par ce qu'on appelle le wokisme, donc où les républicains, c'est facile de mettre l'ESG dans une forme de bien-pensant, c'est de dire tout ça, c'est du bullshit de bien-pensant, arrêtez avec vos conneries sur l'ESG.
on est là pour gagner du pognon, alors qu'il y a une vraie vision qui est de dire, mais enfin, il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, vous devriez anticiper. Donc, quand même, grand pas pour eux, même si c'est très très loin de l'ambition européenne. Et la Chine, juste dans tout ça, parce qu'on a toujours un peu cette excuse de dire les pays en voie de développement. Alors, la Chine, ils sont un peu. Oui, je les sors de cette catégorie, mais dire finalement, il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse pas parce qu'ils ont besoin d'arriver à des niveaux de développement qui sont proches des nôtres. Alors, le premier pays à avoir dit qu'il. Ou un des tout premiers, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le premier, mais un des tout premiers pays à avoir dit qu'il appliquerait les normes de l'IFRS en matière de développement durable, c'est le Nigeria. Donc, il y a pas mal de pays d'Afrique qui sont très intéressés, pas mal de pays d'Asie aussi. Tu posais la question sur la Chine. La Chine, en novembre 2022, a annoncé son premier set de règles en matière d'information liée au développement durable pour les grandes sociétés cotées sur les marchés chinois. La Thaïlande et le Vietnam ont des règles de ce type, Singapour a des règles de ce type, et je rappelle que depuis très longtemps, si on est coté à la bourse de Hong Kong, donc je pense depuis le début des années 2000, on doit publier un rapport développement durable au format de la GRI, un nouvel acronyme, la Global Reporting Initiative, qui était un des principaux standards internationaux avant que toutes ces réglementations arrivent. Donc, c'est Hong Kong, certes, mais il se passe aussi des choses en Asie. Et par rapport au périmètre d'application de ces réglementations, comme tu le sais, nous, on intervient principalement sur des sociétés qui sont toutes jeunes et pas encore matures. On voit qu'il y a des réglementations qui seront potentiellement applicables à des PME et que la Commission européenne aimerait même qu'on aille descendre jusqu'à 50 salariés. Est-ce que ça a du sens, en fait, de mettre toutes ces petites sociétés qui n'ont pas forcément les moyens humains dans ce panier-là, ou comment on peut aussi leur peut-être trouver un set d'indicateurs beaucoup plus léger? Alors, plusieurs éléments de réponse. Un, ce que disent les textes aujourd'hui. Les textes, ils disent qu'on va descendre aux sociétés de 250 personnes, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros total de bilan. 2 des 3 critères suffisent. Donc, vous pouvez combiner les 3, 20 millions d'euros total de bilan, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 250 personnes. Voilà. Avec, en France, à peu près toutes les structures juridiques des entreprises de cette taille. C'est-à-dire, ce qui n'était pas le cas avant, mais les SAS sont dedans, les SA sont dedans, etc. Donc ça, c'est ce que disent les textes aujourd'hui. Ils vont aller plus bas pour les PME cotées, disant à partir du moment où on fait appel au marché, donc cotées. Là, on va demander que toutes les sociétés cotées publient ce type d'informations avec un niveau allégé pour les sociétés de moins de 250 personnes cotées par rapport aux sociétés de 250. Ensuite, est-ce que ça fait du sens d'aller en dessous ? En fait, il y a une chose qui va faire du sens d'aller en dessous, c'est que toutes les boîtes qui sont en dessous, elles vont être dans la chaîne de valeur d'une boîte qui est au-dessus. Et ne serait-ce que par l'effet de la relation client-fournisseur, elles n'ont peut-être pas à fournir un reporting, mais elles auront besoin, parce que l'autre aura besoin dans sa chaîne de valeur d'aller chercher de l'info, de fournir des informations. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'intention court-moyen terme du régulateur d'aller en dessous de 250. Il va laisser le marché faire sur la partie CSRD, j'entends bien, sur la partie CSRD. Mais il est clair que descendant à ce niveau de 250, on va peu à peu embarquer tout le monde. Mais c'est vrai qu'en plus, on a vu certains grands acteurs industriels ou même du retail qui ont publié des engagements sur ce qu'ils vont demander à leurs fournisseurs. Et en effet, ce n'est pas forcément des boîtes de 250, mais si elles veulent rentrer dans le cahier des charges, elles vont devoir publier. Oui, et on a des mécanismes. On a une ex-startup française qui a très bien réussi, qui est Ecovadis. Nous, on les a connus, c'était une vraie startup. Maintenant, ils ont levé quelques centaines de millions de dollars, donc c'est une startup qui a réussi, mais qui est un outil d'évaluation de la relation client-fournisseur. Et il y a certaines sociétés, si je prends que la France, du CAC 40, qui donnent même un seuil. C'est-à-dire que tous les fournisseurs passent dans le rating Ecovadis, et ils disent, si vous avez par exemple moins, ce qui est le cas, je pense à 1, vous avez moins de 50 sur 100, même si vous avez la meilleure offre, la moins chère, vous ne passez pas. Donc oui, c'est quelque chose, et nous sommes appelés souvent par justement des PME, des ETI, très souvent LBO, donc accompagnés par un fonds, qui ont eu une réponse Ecovadis, qui est la moyenne française, la PME française, qui bosse bien en fait dans les faits, même si elle n'a pas un truc développement durable ou ESG écrit, elle répond pour la première fois Ecovadis, elle est entre 30 et 40, autour de 35. Et quand un client lui dit ça serait bien que vous vous rapprochiez de 50, il y a un peu de bachotage, dépasser 50, il faut quand même commencer à mettre en place des choses. Parce que c'est sur combien pour les... 100. C'est sur 100. C'est sur 100. Et être à 50, c'est un très bon score déjà ? Non, c'est pas un très bon score, mais pour une PME qui n'a rien fait, c'est déjà pas mal, franchement. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un peu d'intention stratégique. En fait, Ecovadis a même eu un coup pas mal, c'est qu'ils ont créé, c'est pas un label, mais ils ont créé des niveaux. Bronze, silver, gold, platinum. Platinum, c'est 1%. D'ailleurs, si vous investissez dans une boîte qui est platinum Ecovadis, ça devrait aller. C'est-à-dire que le management, ils peuvent pas, on peut pas pipoter à ce niveau-là. D'ailleurs, ni bronze, ni silver, ni gold. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils soient... Alors, le pipeau coûte très cher.
Ouais, Donc il faut vraiment mettre en place des trucs, il faut vraiment avoir des résultats, c'est pas si mal que ça. En dessous, en bachotant bien, en présentant bien, mais c'est déjà pas si mal, quoi. Et on en est où aujourd'hui? Parce que donc, aujourd'hui, les très grosses entreprises, elles doivent déjà faire une comptabilité carbone d'un très bon niveau. On comprend que les moyennes et les petites, elles vont y venir. Globalement, les entreprises dans lesquelles des fonds ont investi, elles sont en train d'y venir un peu à marche forcée. Les suppliers des grosses entreprises sont en train d'y venir. C'est quoi l'état du truc? Alors, sur un point, c'est pas une comptabilité carbone qui est obligatoire, c'est un reporting ESG qui intègre des éléments de carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation, c'est que en Europe, enfin, à quelques variations près, mais on va dire déjà en France pour stabiliser, mais c'est toujours une directive européenne qui existe depuis aujourd'hui, c'est les sociétés de plus de 500 personnes et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont concernées. Et en France, les SAS sont pas dedans. Donc la grande nouveauté qui va arriver là, c'est que les SAS vont basculer, en plus du fait qu'on passe de 500 personnes à 250 personnes. Donc toutes les sociétés cotées et non cotées de plus de 500 personnes et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sont concernées par un reporting qui est assis sur l'analyse, non pas de double matérialité cette fois, mais des risques ESG. Donc l'entreprise fait une analyse de risque et dit voilà mes principaux risques. Et une fois que j'ai des risques, j'explique ce que je fais risque par risque et je donne des KPIs qui sont mes KPIs. La nouveauté demain, c'est que c'est double matérialité comme on l'évoquait. Ouais. Et quand la double matérialité aura défini la thématique, là la norme, c'est-à-dire les textes européens disent pour biodiversité, voilà les informations qu'il faut donner, et vous, c'est les mêmes que les autres pour qu'il y ait de la comparabilité. Donc aujourd'hui, en gros, on a toutes les boîtes de plus de 500 personnes. La France a un énorme avantage, c'est que depuis 2001, la France a une culture de la publication d'informations en matière de développement durable. Je m'explique, 2001, on est post-Enron, on a la loi sur les nouvelles régulations économiques, dont les lois de transparence de l'économie, etc., dont un article, petite anecdote, mais l'article 116 de la loi NRE dit que toutes les sociétés françaises cotées devront publier des informations dans leur doc de ref sur les conséquences sociales et environnementales de leur activité. Pas plus de détails. 2010, Sarkozy-Borloo, Grenelle de l'environnement, loi Grenelle 2, toutes les sociétés cotées et non cotées de plus de 500 personnes et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, déjà, devront publier une liste d'indicateurs donnés par la loi. Cette loi a inspiré l'Europe. Donc la France, ça fait 20 ans que plus ou moins, grands groupes, moyens groupes, publient de la data. Donc quand ce truc, la CSRD arrive, il y a des pays qui sont en panique complète, parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Ça va en France, oui, ouais. Mais les boîtes de moins de 500 personnes, elles ont 1 an de plus. Et même l'Europe a un peu assoupli récemment, donc on va assouplir sur certains KPIs, on va donner 1 an à 2 ans de plus aux plus petites boîtes pour y aller, mais la France est plutôt bien rodée. Et puis en plus en France, on a la réglementation sur les institutions financières qui fait que vu que nous, en tant que fonds investisseurs, on est obligé de reporter au-delà d'un certain seuil de bilan, on va aller chercher des indicateurs en plus sur des boîtes qui ont des tailles un peu plus petites. La France a une particularité, c'est que on a toujours eu des lois qui existent en avance de phase. Et quand l'Europe les prend, par exemple, on prend la SFDR, la loi qui concerne les acteurs financiers, c'est-à-dire les asset managers, les assureurs, les banquiers, les investisseurs, et qui catégorise les produits financiers en 3 grandes catégories, les fameux articles 6, 8 et 9, la France rajoute un petit truc. La LEC, la loi énergie-climat, avec son article 29, qui vous dit, vous, en plus, il va falloir faire ça. Donc la France a toujours un coup de plus, mais en général, l'Europe récupère le coup d'avance de la France le coup d'après. Donc, même si c'est un peu de galère pour les Français, c'est aussi un coup d'avance pour le coup d'après. Mais d'ailleurs, sur l'accentuation de la réglementation, que ce soit en France et en Europe, est-ce que, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, mais est-ce que tu penses qu'on doit aller encore plus loin, pas forcément que sur le secteur financier, mais sur tous les secteurs, renforcer un petit peu les demandes, enfin en tout cas les reporting ou la transparence des acteurs pour pouvoir avoir plus d'indicateurs ou justement les aider à s'améliorer Non, aujourd'hui, clairement, je pense qu'il faut, et d'ailleurs c'est le message que des gens comme nous, même que les entreprises passent, et c'est la réponse qu'a fournie l'Europe cet été, il faut se calmer un peu, parce que c'est quand même beaucoup. On multiplie à peu près par rapport à la réglementation actuelle, si je parle de la CSRD, enfin la réglementation actuelle qui va être remplacée par la CSRD, il y a un effet x10 en termes de demande d'information. Donc il faut se calmer un petit peu. Donc l'Europe a donné un peu plus de temps, parce que ça veut dire qu'il faut que les gens mettent en place des dispositifs, c'est aussi basique que ça, de remontée d'informations, des solutions technologiques, des ERP par exemple, des dispositifs de contrôle interne, parce que ces données vont être sous la responsabilité des comités d'audit, auditées de la même façon que les comptes en 2028. Et donc, le boulot pour le moment, c'est s'y préparer, mettre en place les structures, les infrastructures et la culture de produire de l'information comme on produisait. Aujourd'hui, on en produit de l'information en matière de développement durable, mais on n'est pas dans la culture, et d'ailleurs, ce n'était pas l'objectif des textes,
de la produire au même niveau d'exactitude et de précision que les comptes. Ça, c'est l'intention du régulateur. Donc déjà, laissons quelques années pour monter en puissance, et après on verra. Mais il faut quand même voir qu'on a taxonomie, SFDR, CSRD, il y a d'autres textes en préparation, la loi sur le devoir de vigilance, etc., etc. Donc on a une palanquée, puis il y a des boîtes qui vont devoir jouer les textes européens parce que c'est la loi en Europe, mais parce que opérant je ne sais où aux États-Unis pourront peut-être en plus prendre les lois des Américains, on va leur demander un proforma aux normes IFRS. Donc maintenant les textes sont sortis, l'Europe donne un peu de mou, appliquons les textes, montons progressivement en puissance, laissons, il n'y a pas de solution technologique qui existe pour le moment, aucune, donc laissons le temps aux solutions de se développer, pour qu'on puisse avoir, en fait, l'objectif ultime, si on devait retenir qu'un truc de ces textes, c'est data ESG égale data finance dans 5 ans. Sur tous ces aspects, contrôle, production, qualité, utilisation. Et justement, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà fait attraper parce qu'ils avaient mal fait ça, volontairement ou pas d'ailleurs? Et est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait Enfin, est-ce que c'est les mêmes acteurs qui vont auditer justement que les acteurs qu'on a aujourd'hui sur les audits financiers? Et est-ce qu'on va s'attendre à avoir une espèce de fisc qui va tomber sur les gens avec des pénalités lourdes? Alors, il n'est pas prévu dans les textes des amendes ou des pénalités, autre que 2 choses. 1, les pénalités prévues pour la non-publication d'informations financières. Tu es une société cotée, tu ne publies pas tes comptes. Bah, ça va être compliqué si tu es une société cotée. D'ailleurs, ou le refus de ton auditeur de signer tes comptes. Ouais. Ça arrive de temps en temps, ça arrive à quelques sociétés françaises, ça arrive à une grande société anglaise l'année dernière à la Bourse de Londres. En général, on trouve une solution parce que ce n'est pas tenable que les auditeurs ne signent pas les comptes. Donc ça, c'est le même genre de pénalité. Qui va auditer? Ce que disent les textes aujourd'hui, ce sont des entités telles que des autorités de contrôle dans les différents pays vont le définir. Donc, en gros, les commissaires aux comptes peuvent. C'est le choix aujourd'hui en France. Mais dans la loi française, un commissaire aux comptes peut. C'est-à-dire, nous sommes commissaires aux comptes de Air Liquide, par exemple. Voilà. Donc, nous signons les comptes de Air Liquide. Et moi, je signe les comptes développement durable de Air Liquide. Mais Air Liquide a la possibilité de choisir qui il veut. D'accord. Pour peu que le qui il veut ait 2 caractéristiques. Un, qui soit indépendant au sens de l'indépendance telle que définie dans la loi pour l'indépendance du commissaire aux comptes, 2, accrédité par un organisme qui s'appelle le COFRAC, mais il y a d'autres gens qui pourraient être indépendants. Le choix des entreprises, et quand on regarde la réglementation, est de plus en plus d'aller vers j'ai tel commissaire aux comptes, s'ils ont des équipes développement durable, je les prends, parce qu'il y a de plus en plus d'informations interpénétrées, j'ai des économies d'échelle, et ça fait partie des éléments de performance. Donc voilà qui va auditer, mais en pénalité, ce qui peut se passer, d'ailleurs aujourd'hui, si l'auditeur de la partie RSE met une réserve, comme on a sur les comptes, c'est-à-dire dit, là-dessus, je ne peux pas signer, je peux signer tout, sauf ce bout-là. Ouais. L'auditeur des comptes est censé reprendre dans son rapport la partie de la réserve de l'auditeur des comptes RSE pour dire, on a un problème. C'est jamais arrivé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de réserve, il y a eu des observations. Il y a eu observation de dire, ça va à peu près, mais là, il y a une petite anomalie. Mais voilà le niveau vers lequel on va. Et quand on sait que l'intention du régulateur, c'est d'avoir le même niveau que les comptes, effectivement, la sanction, elle sera, vos trucs ne sont pas approuvés. Et vos investisseurs et le marché en tirera des conclusions. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas encore de sanctions sur la non-exactitude des données. C'est plutôt sur le fait qu'on ne les reporte pas. Alors, la non-exactitude, en fait, l'auditeur est censé se prononcer, de par la réglementation, sur le fait que les informations requises sont bien présentes et sur leur sincérité par rapport à ce qu'a mis en place soit la réglementation, soit le client. Donc, qui est une forme d'exactitude. Demain, mais la sanction sera, quand un auditeur ne signe pas, c'est une sanction liée à l'exactitude. Elle n'est pas assortie d'une amende parce que c'est pas prévu, mais elle est sortie d'une pénalité de réputation et de marché. Tes comptes sont pas signés, t'as pas d'amende. Sauf que tes investisseurs se barrent, le cours de bourse se casse la gueule, et en 2 heures, tu perds 30% de ta capitalisation, voire pire, de ta capitalisation boursière. Ça se sait, c'est pas un bon signal à envoyer à toutes tes parties. T'arrives à l'Assemblée Générale avec des comptes non approuvés, tu vas vivre un grand moment quand même. Et vous faites comme sur la partie du coup ESG, vous faites comme sur des auditeurs financiers, c'est-à-dire que vous allez prendre quelques éléments pour vérifier C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Avec le niveau d'assurance qui est prévu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être légèrement technique, on l'a un petit peu quand même depuis un moment, mais le niveau d'audit des comptes en langage international de réglementation s'appelle de l'assurance raisonnable, reasonable assurance. Okay. Voilà, ce qui veut dire en gros de sincérité, image fidèle. Le niveau qui est attendu par le législateur sur l'information RSE s'appelle de la moderate assurance, donc ça veut dire que c'est un cran en dessous, et ça veut dire qu'on ne se prononce pas pour dire de façon réglementaire les données que nous avons auditées sont exactes, ce qu'on dit sur les comptes. Parce qu'on ne nous demande pas ça. On nous demande un niveau de dire on a testé un certain nombre de données, on a une confiance qui est publique entre 20 et 50% sur l'échantillon qu'on a regardé, et on pense qu'il n'y a pas d'erreur manifeste. Voilà. C'est ça que demande la loi. En 2028,
Et parce qu'il faut que les dispositifs s'adaptent. En 2028, ce que va demander le régulateur, c'est pareil que les comptes. Ce sera image fidèle, exactitude, etc. C'est pour ça que quand on vous posiez la question tout à l'heure, il faut laisser un peu de temps, parce que c'est comme tout. Les dispositifs étaient prévus pour fournir une information de qualité, mais au mieux de ce qu'on peut. Demain, on leur dit qu'il faut que ce soit aussi précis que les comptes. Donc, il faut y mettre des moyens comme sur les comptes. Et du coup, pour aller un petit peu plus loin et mettre un peu les pieds dans le plat, à quel niveau intervient le greenwashing dans ce cas-là? Parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de gens qui ont pris parti, que ce soit des régulateurs ou des parties civiles, sur le fait que le greenwashing sera normalement sanctionné. Il y a même des notes de sens un petit peu de la part des autorités européennes. Comment ça s'inscrit dans ce cadre-là? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est sur les produits? Est-ce que c'est pas forcément sur les comptes? Le greenwashing, il peut se nicher partout. Le greenwashing, il va surtout se nicher dans les intentions stratégiques au début, c'est-à-dire de dire je vais faire ça, je le fais pas, ou je suis comme ça et je le suis pas. Dans le détail d'un indicateur, ça sera une conséquence. C'est de la com, quoi. Non, mais qu'un indicateur soit faux, ça peut être une erreur, ou ça peut être une conséquence de greenwashing. Par contre, que le greenwashing soit sanctionné, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et nous, on est convaincus qu'on aura devant des procès retentissants sur ces questions-là. Il y a eu des débats, déjà des ONG qui vont attaquer des groupes en disant « nous ne sommes pas d'accord sur tel calcul », avec des défenses des groupes qui sont aussi intéressantes que l'attaque des ONG. Et là, c'est à des experts de trancher, parce que là, on est sur des calculs qui comportent leur part d'incertitude. Mais le greenwashing, nous, on pense que, c'est extrêmement risqué, parce que le niveau de gens qui sont éduqués aujourd'hui, que ce soit dans les ONG, dans les médias, chez les analystes, est quand même monté en gamme par rapport à il y a 20 ans. 2, quand on va auditer ça comme les comptes, si tous les indicateurs sont foireux, si on a quelques indicateurs qui déconnent, c'est des erreurs. Si tout l'ensemble est foireux, c'est qu'il y a une intention stratégique de faire n'importe quoi, donc on est au niveau du greenwashing. Voilà. Okay. Donc, et faut pas oublier qu'on n'a pas parlé d'un acteur, que sont les agences de notation, qui aujourd'hui sont des majors, puisque la plupart des agences de notation extra-financières qui existaient, et qui étaient européennes d'ailleurs, et ça c'est intéressant aussi dans le mouvement et l'angélisme autour des États-Unis, elles ont toutes été rachetées par les Américains. C'est-à-dire Moody's a racheté Vigeo et Standard & Poor's a racheté SAM. Donc c'est eux qui ont les data ESG des boîtes européennes. Donc les agences de notation, elles se foutent de l'exactitude de la donnée. Elles vont regarder si la donnée est auditée ou pas. Par contre, elles vont s'intéresser à ce que veut dire la donnée. Un auditeur, que ce soit sur les comptes ou sur la RSE, son problème, c'est pas que la boîte soit en faillite ou pas en faillite, c'est que le chiffre qui est publié soit bon. Une agence de notation, c'est de dire « Oula, mais ces gens-là utilisent des enfants. Moi, si je publie le fait que j'utilise des enfants dans ma supply chain et qu'après je les mange, c'est exact. Pour l'auditeur, pas forcément bon signe. Pour l'auditeur, c'est pas un problème si c'est vrai. Pour l'agence de notation, moralement oui, mais je veux dire en termes de technique d'audit, si c'est vrai, alors que l'agence de notation va dire c'est mal. Donc l'auditeur c'est vrai, l'agence de notation c'est mal. Et là sur le c'est mal, la sanction elle va arriver. D'accord. Parce qu'il y a un peu plus de morale peut-être. Enfin l'auditeur c'est plus objectif et pas d'éthique. L'auditeur, ce qu'on lui demande de dire, c'est vraiment c'est la transparence et l'exactitude de l'information qui est communiquée pour que les gens prennent des décisions. Mais exactement, il faut toujours en revenir au compte. C'est comme sur les comptes. L'auditeur, la boîte perd du fric. Si c'est la réalité, là où il peut avoir un problème, c'est si la boîte perd du fric, la boîte maquille et l'auditeur le voit pas. D'ailleurs, il y a eu quelques scandales qui ont touché d'ailleurs tous les cabinets. Chacun y a eu droit. Où ils ont pas vu, où ils ont mal vu. Ça se passe très très mal quand ils ont vu et qu'ils l'ont planqué. Arthur Andersen, Enron, même si quelques années après, il semblerait que finalement c'était plus Enron le fautif qu'Arthur Andersen. Mais donc le greenwashing, c'est quelque chose qui a beaucoup existé. La grande ère du greenwashing, c'est les années 2000, quand en fait le sujet a commencé à devenir populaire et tout le monde s'est dit on ne peut pas exister sans parler de... Alors même moi j'étais interviewé partout à cette époque, même dans des tas de magazines de cuisine, de trucs, enfin bon bref. Mais aujourd'hui ça devient un sujet sur lequel il est extrêmement risqué. Donc on aura bien sûr des déviances, des gens qui vont être tentés, mais les sanctions vont être fortes. Et aujourd'hui, il y en a, parce que tu disais, donc il y a la sanction maintenant parce que les gens sont éduqués, donc il y a la sanction de la presse et de la réputation, mais il y a des sanctions vraiment de l'État. Non, l'État ne peut intervenir que si la loi est bafouée, donc l'État peut intervenir, là j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais si une boîte a pris... Sur une publicité mensongère... sur une publicité mensongère, mais pas sur... Enfin, la force publique ne peut intervenir que par rapport à un écart à la loi. Donc sur les publicités, ils peuvent intervenir. Après, il y a quelque chose qui est extrêmement fort, il y a la pression sur des publicités qui étaient légales. Je pense à une en particulier liée à l'image de la femme, qui était passée, mais moralement, elle était vraiment choquante. Et finalement, la pression était telle qu'elle a été retirée. Ouais, mais l'État pouvait rien faire là-dessus.
Ouais, Mais après, faut jamais négliger sur le greenwashing. D'ailleurs, on voit certaines émissions de télé qui mettent le doigt. Alors après, il y a des débats, c'est souvent à charge, mais qui mettent le doigt sur un certain nombre de choses. Mais le greenwashing, oui, bien sûr qu'il y en a. Bien sûr. C'est hyper tentant. Je vais sauver le monde. C'est génial de dire que non, je vais détruire le monde, c'est pas terrible, je vais sauver le monde, c'est bien. Sauf que c'est quand même de plus en plus casse-gueule. Et puis il y a un sujet aussi sur le greenwashing, c'est qu'en interne, il faudrait que tout le monde dans la boîte soit bien d'accord. Et aujourd'hui, ça commence à être compliqué. Ouais. Et pour typiquement une boîte de taille moyenne, tu aurais un conseil pour être sûr qu'elle évite elle-même de faire du greenwashing, même que ce soit par inadvertance? Par inadvertance, c'est pas rare. grave et ça va pas aller loin en général. Ce qui est, je veux dire, c'est penser qu'on est bien alors qu'on l'est pas. Mais il y a toujours une règle qui est claire pour quelle que soit la taille de la boîte. C'est deux choses. Un, il faut que le dirigeant ait compris, soit convaincu. Ça va de la micro-boîte, de la start-up à la multinationale. S'il n'y a pas le dirigeant, ça ne veut pas dire que ce soit du greenwashing, mais ça ira pas bien loin. Et deuxièmement, on parlait sans retomber dans la double matérialité, se poser la question de c'est quoi mes enjeux. Et on est dans le greenwashing à partir du moment où on est en train de mettre énormément en avant un sujet anecdotique. Donc se poser la question calmement, c'est quoi les 4-5 enjeux de cette boîte, que ce soit des risques ou des opportunités. Vous pouvez tous faire l'exercice sur vos boîtes de vous dire tiens, là, je regarderai plutôt ça. Et si la boîte vous dit en permanence, moi, c'est d'avoir des ruches avec des abeilles, ce qui est très bien. Et ça peut être d'ailleurs l'enjeu majeur de la boîte si c'est un apiculteur ou quelqu'un qui fabrique du miel. Mais si c'est comme plein de boîtes à Paris, nous-mêmes, on a des ruches avec des abeilles dans notre parc. Et c'est un des axes annexes qui a son importance. Mais si on dit, attendez, nous, l'axe stratégique PwC, Les abeilles. c'est les ruches et les abeilles, il faut dire, vous foutez pas de notre gueule quand même. Voilà. Donc, enjeu matériel, dirigeant convaincu. Et je vais même plus loin là-dessus. On travaille beaucoup sur la relation entre les grandes sociétés cotées et leurs investisseurs sur ces questions-là. Ce qui nous a amené à questionner énormément de grands asset managers qui sont présents dans le CAC 40. Et en général, pour résumer, on leur dit « Mais qu'est-ce que vous voulez savoir sur la partie développement durable ? Notre client il vous envoie. » Et ils nous disent 4 trucs. Et c'est, alors, chacun avec ses mots, mais en gros, je vais les résumer en 4 trucs. Un, climat. Alors, je le regrette et je le regrette pas. Je le regrette pas parce que quand même c'est un vrai sujet. Je le regrette parce que ça peut masquer des tas d'autres thématiques majeures. Les droits humains, l'eau, la biodiversité. Mais bon, c'est à fait, ils nous disent un climat. Donc, si vous ne me parlez pas de climat, je ne vais pas être intéressé. 2, conviction de la dirigeante ou du dirigeant. Et c'est-à-dire qu'ils vont même jusqu'à certains faire des analyses de suivi des prises de parole des dirigeantes, des dirigeants, voir où ils s'expriment. S'ils ont fait un discours une fois, on s'en fout. C'est si régulièrement ils sont présents sur ces questions-là. Troisièmement, enjeu matériel. Est-ce qu'ils sont capables de m'expliquer, me convaincre que voilà les sujets et ils ne sont pas en train de me bullshiter parce que c'est appuyé de faits, d'exemples, d'illustrations, d'une analyse que voilà, monsieur l'investisseur, voilà mes hot topics. Et dernier sujet, gouvernance, organisation du machin. Parce que qui me disent tous, oui, j'ai cet enjeu et je serai net zéro en 2030, mais vous allez faire comment ? C'est quoi la trajectoire ? Qui s'en occupe ? Quels sont les moyens ? Combien ça va coûter ? Quel est l'impact ? Si j'ai cet ensemble de choses, là, j'ai en face de moi une société crédible. Et bien souvent, l'élément qui va être déterminant entre l'entreprise A et l'entreprise B sur ces questions, c'est le dirigeant, dans les 4 points, ou la dirigeante. Hyper intéressant comme 4 points, on va les reprendre. Par exemple. Et où est-ce que ça nous emmène, ça, parce que je reprends le point de Sophie en intro, c'est que bon, aujourd'hui, quelquefois, nous, sur des boîtes très jeunes, on a l'impression qu'on met des chiffres dans des cases et que ça reste un petit peu abstrait quelquefois, et de moins en moins depuis que Damien est là, mais est-ce que la finalité de tout ça, c'est pas de faire une taxe carbone un petit peu généralisée pour mettre en avant les meilleurs acteurs et leur permettre vraiment de sortir du lot, ou est-ce que c'est vers ça qu'on va ? Non, alors moi je pense pas que la finalité soit de mettre une taxe carbone. La finalité est par contre clairement de donner les moyens aux parties prenantes, que ce soit investisseurs ou même clients ou collaborateurs, de choisir les bons et les mauvais. Et on en revient, il n'y aura pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Donc de dire, cette boîte-là, d'ailleurs je me souviens du chairman d'un groupe du CAC 40, donc chairman, président du conseil, qui m'a dit le plus important pour ma boîte en 2030, c'est bien sûr que nos stratégies soient toujours lisibles par nos actionnaires, mais surtout que nos stratégies soient acceptées sociétalement. Voilà. Et ça résume pas mal. Enfin, c'est une conviction. Là, je ne suis pas en train de donner une leçon, je te donne vraiment ma conviction personnelle. Ça va être compliqué pour une boîte de ne pas expliquer en quoi elle contribue à régler le bordel dans lequel on est en train d'entrer, passez-moi l'expression, en minimisant les points négatifs, parce que la boîte qui a que des points positifs, oui, la start-up qui lance le produit qui va faire ça, très bien, et en essayant d'aller dans le bon sens. Et on parle moi, il y a un mot que je déteste qui est la transition écologique, parce que ça a l'air, je le dis souvent, mais ça a l'air extrêmement facile et sympathique.
alors que c'est extrêmement compliqué. C'est une transformation profonde de l'économie, pas qu'écologique, aussi des structures sociales, de la façon qu'on a de se prononcer, de vivre, une transformation même des milieux naturels dans lesquels on vit. Et donc, il y a des business ou des business models qui sont pas prêts. Il y a des trucs qui vont disparaître. Et d'ailleurs, la COP27, elle a rien dit d'autre. Elle a dit, c'est pas passé grand-chose, mais elle a dit 2 trucs forts, la COP27. Elle a dit 2 degrés, c'est mort. Enfin, la science nous l'avait dit. Est-ce que 2 degrés, c'est mort? D'ailleurs, la BCE a dit, il faudrait peut-être penser à des scénarios 4 degrés. Et Macron a dit, pour la France, il faudrait faire 4 degrés. Ouais. Donc voilà. Et vous rappelez-vous ce que j'ai dit sur les 2 degrés et la bande équatoriale. Et l'autre chose qu'elle a dit, c'est qu'il faut commencer à mettre de côté pour les dommages irrémédiables. Alors, ça n'a eu aucun succès parce qu'ils ont levé 150 millions, c'est-à-dire que dalle. Les dommages irrémédiables, c'est les pays qui disparaissent. Donc les États insulaires, beaucoup. Ouais. Mais des pans entiers de l'économie qui ne seront pas adaptés, qui ne seront soit plus utiles, soit dont on va se détourner, soit qui ne fonctionneront plus. L'exemple classique que prennent les politiques, c'est l'usine qui fabrique des moteurs diesel. S'ils ne savent pas se retourner pour faire autre chose, à plus. Et donc, il y a des gens qui en vivent. Donc, il y aura des business qui ne vont pas passer le cap. Et il y a eu des débats terribles sur l'aérien. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'aérien. Mais il y a quand même des choses qui sont analysées tant par les fabricants que par les compagnies aériennes. Et avant le Covid, on suivait beaucoup ce qui se passait en Suède. On l'a un peu obligé. Mais juste avant le Covid, la Suède était le pays au monde où de plus en plus de jeunes générations se détournaient de l'aérien. Et on voyait des courbes qui descendaient. Ils disaient, mais est-ce que c'est une tendance? Est-ce que ça va avoir appuyé le Covid et puis c'est reparti, etc. Mais si on a des réglementations de plus en plus fortes sur les émissions de CO2, qu'est-ce qui se passe technologiquement? Parce que l'avion bas carbone, c'est pas immédiat. On commence à avoir des carburants bas carbone, etc. Mais l'avion bas carbone, c'est pas totalement immédiat. Qu'est-ce qui se passe pour ce secteur-là? Et même les compagnies pétrolières l'ont annoncé. Quand on regarde la stratégie de Total Energy, c'est en 2050, on est sorti des combustibles fossiles. Ça veut donc dire clairement, il n'y a plus de place pour les combustibles fossiles. Et c'est dans pas si longtemps. Et un business qui, lui, n'est pas en capacité de passer le cap, soit parce qu'il est trop petit, il n'a pas les moyens, il n'est pas assez bien financé, ou il n'a pas assez anticipé, il va disparaître. Donc c'est ça qui va se passer. Il y a des gens qui vont sortir gagnants, des gens qui vont sortir perdants, et toutes ces réglementations, elles sont là pour donner l'information, pour anticiper. Et ça veut dire... Oui, donc toi, je suis désolé, je rebondis, je sais que c'est des convictions personnelles, mais je réinsiste sur... Ça veut dire que c'est le consommateur qui va faire des choix qui vont driver ce changement? Ou c'est des régulations? Ou vous, investisseurs? Ce que vous faites déjà. Ce que je veux dire, c'est que c'est des personnes qui vont faire des choix qui vont driver ce changement plutôt qu'une forme de taxe sur les gens qui feraient des choix qui seraient détrimentaux pour le reste de l'humanité? Les taxes, il y aura une taxe carbone, mais c'est plutôt une taxe d'équilibre. C'est-à-dire, on parle de la taxe carbone aux frontières. C'est-à-dire ce qui était une demande des entreprises européennes pour dire, attendez, vous demandez énormément d'efforts. Ouais. D'ailleurs, petit truc sur la CSRD, pour illustrer la taxe carbone, les entreprises européennes ont dit, attendez, c'est quand même vachement compliqué, vous nous demandez tout ça, mais les gars à l'étranger, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on doit se palucher des reportings dans tous les sens, des bidules, des machins. Le régulateur, c'est dans les textes, a dit, à partir de 2028, toute entreprise non européenne qui soit fait appel à l'épargne sur des marchés européens, soit qui est présente en Europe et qui réalise plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, devra publier sur le périmètre de son groupe un reporting CSRD full. Goodyear, Microsoft, Nike, Apple, bam, reporting CSRD. Tous les groupes, ou pareil chez les Chinois. Donc, même combat. Et la taxe carbone aux frontières, elle est là pour dire, attendez, nous on vous impose des réductions, des trajectoires carbone, etc. Ouais. Ceux qui ne seront pas sur le même truc, s'ils veulent distribuer en Europe, taxe carbone aux frontières. Donc le régulateur est là pour équilibrer. Moi je pense que en tous les cas, il y a un élément qui lui, ou un acteur qui lui a un poids considérable, et qui est le poids le plus considérable de tous, qui est la science, ou la nature plus exactement. Et on rappelle que ça commence à se voir, 2030 ça va vraiment se voir, 2035 ça va être assez compliqué. Et donc là, il va se passer un certain nombre de comportements. L'homme n'est par essence, nous disent les philosophes et les sociologues, pas quelqu'un qui anticipe. L'humain est parfait pour survivre, mais il n'anticipe pas du tout. Si on regarde l'histoire de l'humanité, on n'a rien anticipé, on s'est tout pris dans la gueule. Par contre, qu'est-ce qu'on a survécu? On ne fait que survivre. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas anticipé, alors que la science nous dit, attendez, le climat change, il va faire chaud, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, oui, mais il y a la clim. Mais sauf qu'à un moment, la clim, il n'y a plus assez d'énergie pour la clim. Il n'y a plus assez d'eau pour ceci, donc il va falloir s'adapter. Mais dans l'adaptation et la survie, il y a les survivants et il y a les pas survivants. Et donc moi je pense que vraiment, il y a à la fois des comportements d'investisseurs qui vont dire mais moi je ne vais pas mettre mon pognon là. Moi j'ai eu un cas, une boîte qui est service au oil uniquement, qui cherchait un fonds pour investir, 0. Alors que la boîte marche très très bien. Voilà, 0. Là il y a 2 ans, 0. ETI française, 0.
Mais du coup, est-ce que tu penses qu'on se dirige aussi vers une polarisation un petit peu de soit les acteurs qui font très bien, et soit ceux qui font très mal, mais qui assument, et du coup, après, les consommateurs, eux, vont choisir... moi, je prends l'exemple, par exemple, de l'ultra fast fashion versus tout ce qui serait la sustainable fashion. On voit que les deux survivent. Oui, mais c'est comme tout. On en revient à mon point, on est des survivants, on n'est pas des anticipateurs. Donc bien sûr, si on regarde comment Shein fonctionne aujourd'hui, ça marche d'enfer. Le Black Friday, ça marche d'enfer. Très bien. Parce qu'on a aussi des problématiques d'accès aux biens, de s'acheter, etc. C'est assez facile de tirer des conclusions à court terme, mais sauf que le trend dans lequel on est, c'est un trend où les choses se tendent et qui vont provoquer des réactions qu'il est complexe d'anticiper. C'est facile de prévoir. Enfin, mais c'est même impossible. Ce qu'on sait juste, c'est que on a des courbes et des conséquences des analyses en termes de température, en termes d'accès aux ressources naturelles, de ce qui va se passer. Modéliser tout ça, on sait le modéliser presque. Mais modéliser les comportements humains face à ça. Est-ce qu'on va s'entretuer? Est-ce qu'on va s'entraider? Est-ce qu'on va tous se monter à plus de 1800 mètres et mettre des miradors pour ceux qui veulent? On n'en sait rien jusque-là. Sauf que le monde va se complexifier. Et ce qui est sûr, c'est que ceux qui à un moment seront du mauvais côté vont être quand même globalement assez rejetés. Voilà. Et le régulateur fait tout pour que ça se produise en fournissant de l'information. Ok. Et peut-être pour en revenir un peu à tout ce qui est en train d'être mis en place, tu penses qu'on va aller jusqu'où dans la maîtrise? Et je refais le parallèle entre le carbone et l'argent, mais aujourd'hui on est capable de dire n'importe quel écrou exactement combien il nous coûte. Est-ce que sur le carbone, tu penses qu'on va arriver aux mêmes choses? On va acheter une baguette de pain ou on va acheter une tasse et on saura exactement le poids en carbone et peut-être l'impact biodiversité qu'elle aura derrière? Techniquement, on sait le faire. C'est parfaitement faisable. D'ailleurs, certains le font. Hein. Tu as plein de trucs. On te dit ton produit a été livré, voilà, ton billet de train, le poids en carbone. Ouais. On pourrait dire ta fringue, ton baguette de... D'ailleurs, certains le font. Hein, avec plus ou moins de précision. Alors, là, mais même la science a des précisions. Par exemple, sur les taux de conversion d'un certain nombre de gaz à effet de serre en tonnes de CO2, la précision, elle est 30%. Scientifiquement, on sait, vu que c'est pas une mesure, c'est un calcul, il y a des... Mais après, c'est pas grave. On a tous la même imprécision. Donc on sait le faire, ce qui est complexe, mais c'est comme un peu le passage des anciens francs au franc, des francs à l'euro, c'est de changer le référentiel. Moi, si je te dis la baguette de pain à 50 grammes de CO2, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Même moi, j'en sais rien. Si tu me dis que j'ai le droit à 2 tonnes, je me dis quand même que ça commence à être beaucoup. Alors, si je te dis qu'un billet d'avion, un voyage en avion Paris-New York, c'est 2 tonnes, là tu veux dire la baguette, si je lui dis 2 tonnes, c'est vraiment la baguette, je sais pas, mais elle a été faite dans l'avion qui fait Paris-New York. Mais on a quelques référentiels, c'est la difficulté. On sait, moi je sais évidemment 2-3 trucs, mais la baguette de pain, si tu me dis c'est 15 grammes, j'en sais rien. Et si on m'en dit d'ailleurs celle-là est à 15, celle-là est à 10, mais peut-être que 10 c'est le bordel aussi. En fait, le vrai c'est 2. Ouais. Mais j'en sais rien, j'ai pas le référentiel. Parce que, premier point, donc on manque de référentiel. Ouais. Donc on va avoir de plus en plus de data, justement. On est en train d'entrer dans un monde de data aussi. Hein. On va avoir de plus en plus de data qui vont arriver, comme à l'euro. Au début, on faisait tous le calcul quand on est passé à l'euro, etc., pour savoir, merde, c'est cher, c'est pas cher, ce qu'on est en train de payer, bref. Donc là, on va s'habituer, probablement, parce qu'on aura de plus en plus de data. Sur l'information ultime du consommateur, c'est un très long débat, parce que on ne peut pas se contenter que du carbone. On devrait, par exemple, un produit extrêmement bas carbone fabriqué par des enfants. Ouais. Si tu notes juste par le carbone, comment tu fais? Après, ça peut être un choix personnel ou politique de dire, moi je m'en fous, mon truc dans la vie, on verra le travail des enfants après, et certains le disent, hein, ils disent on verra les problèmes de droits de l'homme, tout ça. Ce qui est sûr, c'est que si on lutte pas suffisamment efficacement contre le changement climatique, c'est même pas la peine de se préoccuper du travail des enfants et de l'esclavage. Certains le disent, c'est pas mon point de vue, mais c'est un discours qui existe. Donc, fuck tout ça, moi je ne regarde que le carbone. Parce que si on ne regarde pas le carbone, on ne s'occupe de rien. D'autres te disent, ouais, mais non, et d'ailleurs ça a été tenté. Le gouvernement en France a tenté dans les années 2010, au moment du Grenelle de l'environnement, de faire de l'affichage environnemental des produits. C'est-à-dire de donner aux consommateurs un ensemble d'informations techniques, complètes, uniquement environnementales, où on avait les déchets, la recyclabilité, le carbone, l'eau, sauf que techniquement, aucun problème. Mais le consommateur, il fait quoi? Parce que là, mon baril de lessive, celui-ci, il est super bon en carbone, et celui-ci, il est moins bon en carbone, mais il est vachement bon en déchets. C'est lequel le meilleur? Et donc, t'en reviens, pour moi, les déchets, c'est important, pour moi, le carbone, c'est important. On a fini par dire au régulateur, faut que vous donniez un signe. Et le régulateur a dit, moi, je peux pas. Je peux pas, parce que j'ai des enjeux qui sont autant des déchets, autant de la biodiversité, autant de ça. Donc, l'information on voit bien que quand on fait des choix monotechniques, sur les bagnoles, c'est le CO2. Le malus sur les bagnoles, c'est le CO2, donc jusqu'à... Bruno Le Maire a annoncé qu'ils allaient le déplafonner. Quand tu achètes un frigo, une machine à laver, tu as A, B, C, D, E, consommation d'énergie. Là, ça marche le consommateur.
On lui dit votre truc il est A, il est A++, etc. Tu dis bon bah lui il est bien, et j'ai pas besoin de comprendre. Voilà. T'as le Nutri-Score qui arrive à combiner plusieurs choses, mais en te donnant une note. Mais la science s'est toujours refusée. Les experts scientifiques qu'on a fait travailler, que le gouvernement a fait travailler ou que l'Europe a fait travailler, à dire non, moi je vais combiner biodiversité, eau, déchets, recyclabilité, tout ça, pour sortir une note. Au nom de quoi je vais vous dire que oui, dans telle région du monde, à tel endroit, le climat est plus important que la biodive. Mais globalement, les scientifiques ne veulent pas y aller là-dessus. C'est pour ça que l'EcoScore a mis un peu de temps à arriver. Donc, en fait, on peut pas... Tu entends à travers mes propos que c'est certes un peu complexe, mais que moi je crois quand même beaucoup qu'on va s'habituer à un niveau d'information et qu'on va évoluer dans une modélisation que je ne connais pas parce que c'est pas mon domaine, mais que le niveau de pression qui s'exerce, le niveau de régulation en pression, il est risible à côté du niveau de pression sociale et environnementale réel qu'on va avoir. C'est quand on a 1 million de gens, de réfugiés qui débarquent en Europe, c'est un truc hallucinant, ça fait la montée des extrêmes, etc. Mais si on a 300 millions qui arrivent, mais déjà on ne sait pas faire, qu'est-ce qui se passe ? Si la température, quand on a plus de 40 degrés, c'est la moyenne entre juin et septembre, qu'il y a plein d'endroits dans Paris, on ne puisse pas vivre sans clim, et que le prix de l'énergie est... Nous, on se pose la question, sur notre siège par exemple, de dire qu'il est tout en vert, on se demande, tiens, est-ce qu'on reprend une location jusqu'en 2035 ou pas sur notre siège ? Parce qu'il ne fonctionne qu'avec beaucoup de clim, comme il est tout en vert, ou alors il faudrait changer toutes les vitres avec des vitrages de type Émirats Arabes Unis. Mais il faudrait que le propriétaire les change avec un certain coût, un impact sur le loyer. Est-ce qu'on va payer ce coût-là ? Et puis si on ne paye pas, on sait que dans 5 ans, ou environ vers 2030, notre siège, ça va être galère d'y bosser l'été, ou alors ça va nous coûter une blinde parce que la clim va être à bloc du matin au soir, et peut-être elle n'arrivera pas à étaler les températures. C'est hyper pragmatique ce genre de truc. Mais ça, c'est des choses qui arrivent, qui vont probablement générer encore plus de comportements, par exemple de nos collabs, en disant « arrêtez ces conneries, pourquoi on a fait ci ? Et pourquoi ce client-là, on l'audite alors que lui, il crée le problème que nous, on vit tous les jours ?» Voilà ce genre de comportement que je ne sais pas expliquer, mais qui risque d'arriver parce que, j'en termine par là, si on voit, en tous les cas, nous, on note une évolution des comportements d'un certain nombre d'acteurs, investisseurs, régulateurs, citoyens, toujours avec une part de schizophrénie, mais une accélération qui est considérable en 2-3 ans. En 2-3 ans, ces régulations-là, on en parlait il y a 4 ans, on aurait dit, monsieur, t'as fumé la moquette. Auditer ça comme les comptes, non, arrête. Les États-Unis vont sortir une règle sur le climat, c'est la SEC. Non, donc, oui, on n'est jamais assez satisfait, mais nous, notre conviction, explication, c'est la pression physique, sociale et environnementale qui fait que les choses se passent. Et on n'est qu'au début de l'histoire. Et du coup, sur toute la partie qu'on n'a pas abordée, qui est la biodiversité, tu penses que ça va suivre un petit peu la même trajectoire que le climat, ou étant donné que les problématiques sont complètement différentes, le climat c'est une pression. Ça va aller plus vite même. Ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite. La biodiversité, une grande partie de la biodive, c'est ce qui nous soigne et ce qu'on bouffe. Déjà d'une part. Donc quand on va commencer à galérer pour bouffer, à se soigner, déjà on a gueulé parce qu'il y a des médicaments qu'on pouvait plus, alors on a expliqué le Covid, machin. Mais quand ça va être physiquement plus possible de produire certaines choses, parce que certaines matières premières naturelles qui sont des bases de médicaments, etc., elles n'existeront plus, que certains aliments... L'alimentation humaine, elle dépend de 5 éléments, pour 50% et de 7 pour 80%, le soja, le manioc, le maïs, le blé, etc. Quand on va avoir des problèmes de production majeurs de ces aliments-là, on va avoir un certain... Donc la biodiversité, on va souffrir de la biodiversité beaucoup plus vite que le climat. Le climat, on va avoir... Dans nos régions, il y a des régions, ça va être compliqué. On va avoir chaud, très chaud, ça va être galère, mais pendant encore 20-25 ans, on va pouvoir aller à l'ombre, aller en montagne, payer cher de la clim, mais à un moment, ça va être juste trop cher. Par contre, quand on n'aura plus un certain nombre d'éléments, oui, on va s'inquiéter de la biodiversité et on va rentrer dans un monde de choix. On l'a déjà testé quelques fois en France, ça, on l'oublie assez vite, mais l'été dernier, le lac de Serponçon, il sert à plusieurs choses. Il y a un barrage, donc il fait de l'énergie. 2, il fait du tourisme, parce qu'il y a plein de gens autour, il y a des plages. 3, il fait de l'irrigation pour les régions agricoles. Et 4, il fait de la biodive. Il avait tellement baissé en termes de sécheresse l'été dernier, que le politique a fait un choix, il a dit on privilégie l'énergie. Tourisme interdit, moins 80% de chiffre d'affaires pour les gens qui vivent du tourisme là-bas. Irrigation locale, biodive. Donc on a fait un choix, et il y a eu le même choix quand on a eu le début de canicule, début juillet ou fin juin, dans un grand lac qui est dans l'est de la France, où ils ont dit non, lui, on le garde pour l'irrigation, et on arrête le reste. Donc on se rend compte que même en France, par rapport à une ressource comme l'eau, on va arbitrer des choix, et peut-être un coup on arbitrera l'irrigation, un coup l'énergie, ceci, cela, mais on n'a pas cet infini qu'on en a toujours pensé, d'ailleurs dans l'économie, on a du capital et de la force de travail, mais la ressource naturelle, il n'y a pas. En fait, c'est le grand retour de la ressource naturelle dans l'économie. Hyper intéressant, et la planète n'est pas infinie.
Ah oui, ça on le savait, ouais. Je vous avoue que moi, j'ai pris un vrai cours novice que je suis sur ces sujets. C'était hyper intéressant. Le temps passe et peut-être que pour conclure cet épisode, on te pose une dernière question qui serait comment passer de 10 tonnes à 2 tonnes par habitant? Alors oui, effectivement, c'est la cible. Hein, et d'ailleurs, 10 tonnes, c'est une moyenne. Hein, parfois, c'est plus. Les urbains développés avec un peu de moyens, etc. Parfois, c'est plus. Donc, il y a une part de choix. Enfin, déjà, pour passer de 10 tonnes à 2 tonnes, il y aura une part de contrainte et une part de choix personnel. Donc, voilà. On ne sait pas quelle sera la contrainte. Jean-Marc Jancovici dit, par exemple, il faudrait limiter le nombre de voyages internationaux à 5. Donc, ça, c'est une part de contrainte. Et il dit, je préfère ça au pricing parce que c'est plus équitable. Effectivement, si on dit Paris-New York, c'est 100 000 euros, ceux qui ont 100 000 euros pourront le faire. Si on dit c'est 5, voilà, c'est 5. Donc, il y aura une part de contrainte. Il y a des éléments qui sont extrêmement importants. Effectivement, les voyages en avion à titre personnel, ça peut être galère pour certains, des gens qui ont leur famille à l'étranger, etc. Moi, je ne voyage pas en avion à titre perso. Je limite à titre professionnel, ça fait partie de nos engagements. Après, on est dans un métier où il faut des fois vraiment voir les gens, mais on peut aussi faire des visios. Mais moi, pour mes loisirs, je ne prends pas l'avion. Voilà, premier point. Ensuite, il y a un des autres gros poids chez les individus, qui est l'habitat. Donc, tout ce qui touche à l'habitat, ça va être le chauffage pour certains. Donc, typiquement, ceux qui ont un chauffage au fioul, alors là, passer du chauffage au fioul à un truc... Moi, j'étais chauffage au fioul, on est passé à autre chose. Je fais mon calcul, l'impact est énorme sur mon bilan carbone personnel. Il y a l'isolation, parce que qui dit chauffage, c'est isolation des maisons, et on le retrouve dans les plans d'aide de l'État, etc. Donc, l'habitat est un gros sujet. Puis, le troisième sujet, c'est l'alimentation. Et moi, je ne serais pas de dire qu'il faut ne plus jamais manger de viande, mais qu'il faut avoir une alimentation peut-être moins carnée, plus équilibrée, vraiment locale, vraiment de saison. Et puis, il y a les choix de consommation personnelle dans ce qu'on achète. On ne va pas devenir, je sais pas, il y a des trucs qu'on aime, mais peut-être privilégier aussi l'économie circulaire. Pas forcément, par exemple, nous, on s'est rendu compte dans notre bilan carbone que nos devices, que ce soit nos portables, ça c'est un portable PWC, mon ordinateur PWC, mais si on rallongeait de 1 an la durée de vie, ok, sur les 2-3 derniers mois, ça devenait un peu galère, mais il marchait très très bien. Et que là, on amortit sur plus de temps la durée de vie des matériels. Changer d'iPhone tous les 6 mois, ou dès qu'il y en a un nouveau qui sort, c'est débile. Enfin, donc voilà. Donc, à titre personnel, on peut faire pas mal de choses, mais c'est sûr qu'arriver à 2 tonnes, sauf les gens très engagés, mais le citoyen moyen, même moi, il y a des trucs que j'aime faire, il y a une part de contrainte. Moi, si on me dit t'as plus le droit de prendre l'avion, et je m'en fous. Je le prends pas, moi. Je le prends pas pour mes loisirs. Mais il y a des gens, ils me disent, mais moi, ma famille est au Brésil. Je fais comment? Ah ben, la rame. Donc, part de contrainte. Si on me dit, il faut plus prendre ta voiture, quand je vis dans le Vercors, le vélo électrique, c'est peut-être bien, mais enfin, ça monte quand même, quoi. Donc, voilà. On adore le vélo chez Daphne. Très bien. Venez dans le Vercors, alors on serait pas déçus. On note. Merci beaucoup, Sylvain, pour tous ces éclairages. On a appris... Enfin, pour ma part, j'ai appris beaucoup. J'imagine que Damien et Stanislas aussi, peut-être. Yes, merci beaucoup. Ben, merci à vous, c'était On très espère sympa. Que les auditeurs et auditrices ont apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Et on vous dit à très vite. Merci. Merci, au revoir. Merci.